À l'occasion du 150e anniversaire de l'exposition impressionniste de 1874, on a cherché des éléments. Elle s'est tenue dans l'atelier de Nadar, mais l'atelier de Nadar avait été détruit en 1989 et il n'y avait aucune photo de l'accrochage des tableaux. Donc on est parti dans une enquête il y a 3 ans. Cadastre, photographie aérienne, correspondance des artistes, critique de la presse de l'époque. Toutes les sources ont été étudiées pour permettre la reconstitution la plus fidèle possible de la première exposition impressionniste de 1874. Avec les 2 étages, les 165 œuvres accrochées avec les bons cadres sur le bon fond, avec la bonne lumière. Tous ces éléments de recherche nous ont permis en fait la réalisation d'un premier modèle 3D, à la fois de l'atelier de Nadar et de l'accrochage de cette première exposition impressionniste. Et c'est ce modèle 3D de base qui nous a servi de référence pour la construction de notre histoire en réalité virtuelle. Le musée d'Orsay célèbre les 150 ans de l'impressionnisme, une grande fête que le musée a voulu à la fois nationale et à rayonnement international. Elle se passe à la fois au musée avec une exposition de tableaux qui retrace l'histoire de l'exposition de 1874, accompagnée d'un dispositif innovant, la première fois que le musée présente ça, une grande expédition immersive où le visiteur sera plongé pour revivre cette soirée d'inauguration de 1874. C'est une première mondiale, il n'y avait aucune image de cette exposition, maintenant elle existe. Et à partir de ça, on a travaillé ensemble sur le scénario qui permettrait pas seulement de voir, mais de vivre à l'intérieur de cette exposition, et pas seulement de vivre, mais de rencontrer les peintres. Une expédition immersive, cela commence par mettre un casque. Côté équipement, on s'équipe comme quand on part en expédition, mais très vite on oublie cet équipement, donc on va pouvoir déambuler librement dans ces lieux reconstitués. Le fait de pouvoir marcher et de le faire en groupe en partageant ça avec ses amis est très naturel. Et le fait de pouvoir se rapprocher des éléments qui nous intéressent fait qu'on bascule complètement dans cette époque-là. C'est ça la magie de la réalité virtuelle. C'est un casque, mais c'est aussi un ordinateur qui va calculer l'image qu'on va explorer. À l'intérieur, il y a un processeur qui va en permanence, selon les déplacements qu'on fait, nous afficher la bonne partie de la scène que l'on doit visualiser. Ce processeur, il fait aussi un calcul pour détecter quelle position on occupe dans l'espace physique dans lequel on se déplace. Pour ce faire, il y a des caméras qui vont détecter ces marqueurs que l'on voit derrière moi. Ce sont des marqueurs que nous avons développés pour ce type d'usage. Chaque motif est unique, ce qui permet au casque de savoir qu'il est dans ce coin, par exemple, ou dans une autre zone de la pièce, très précisément. On représente aussi les autres personnes comme des avatars un peu plus fantomatiques pour éviter de rentrer dedans. Notre technologie, ce qu'elle permet, c'est de masquer les autres visiteurs quand ils sont trop loin, quand on n'a pas besoin de les voir, ce qui fait qu'on a une notion d'intimité, une sensation d'avoir une visite un peu VIP avec juste les personnes de notre groupe. Nous avons pris un auteur qui est le même que l'auteur de l'Horizon de Khéops, qui a déjà une bonne expérience sur cette grammaire particulière des expéditions immersives, où l'on doit découvrir des lieux par la déambulation, donc on doit être poussé à avancer, à explorer. C'est l'interaction principale de l'expédition immersive, c'est l'endroit où on se place pour assister à une conversation, à changer la perception de cette conversation. On doit l'inclure dans l'écriture. Et on peut aussi voyager dans le temps, donc amener des flashbacks, des moments qui vont nous permettre de comprendre ce qui se trame ce soir-là à cette première exposition. Comme vous le voyez derrière moi, c'est un gros chantier. Il y a pas mal de semaines d'installation sur site, avec toutes les équipes, évidemment, l'agenceur, les équipes graphisme, les équipes de lumière. On est ici sur environ 700 mètres carrés. Si la fonction d'un musée comme Orsay est bien sûr de mettre en avant les œuvres d'art elles-mêmes, c'est aussi un musée qui traite d'une période, le second 19e siècle, une période incroyable d'inventivité scientifique, technologique. C'est une manière aussi de faire découvrir ces techniques à un public plus traditionnel. C'est une manière tout autant de faire venir un public friand de ces expériences dans un musée, lui, qui présente des œuvres d'art. C'est une expérience grand public, mais que ne renieront pas les scientifiques, tellement c'est fondé sur des recherches précises dans l'accrochage, les lumières, les costumes. Mais le but est vraiment de nous replonger dans cette période. Il n'y a aucune représentation de l'exposition impressionniste, ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Nadar était quand même une personnalité extrêmement connue, donc l'ensemble du fonds Nadar a été donné par son fils à la Bibliothèque nationale.
Donc en fait, elles sont toutes conservées et une grande partie sont numérisées. Après, je ne sais plus combien il y a de clichés, plusieurs milliers de clichés, mais il n'y en a qu'une dizaine qui concernent l'atelier de Nadar proprement dit. Mais ce qui était intéressant, c'est que par ailleurs, son atelier servait de studio photo. Donc parfois, c'est en allant chercher aussi des photographies des personnalités qui étaient prises dans le studio qu'on voyait à quoi ressemblait le studio. Mais surtout, il y a une dizaine de photographies que lui avait faites de l'ensemble de son studio. C'est assimilable un petit peu aux ateliers d'artistes au 19e, c'est-à-dire que ça ne va pas être un hangar vide sur lequel on va poser des éclairages, ça va être meublé avec des meubles de luxe, avec des tableaux, des faïences partout, etc. etc. C'est pas encore tout à fait le sujet des impressionnistes, sauf que pour arriver à comprendre dans quel lieu était l'exposition impressionniste, il fallait quand même d'abord se poser la question de savoir comment était l'atelier de Nadar. L'intérêt de notre travail de reconstitution, c'est non seulement on fait une modélisation, c'est-à-dire qu'on reconstruit l'ensemble des volumes de l'architecture du lieu qu'on doit faire, mais ça s'accompagne effectivement par une recherche visuelle, esthétique, de savoir à quoi ressemblait le bâtiment. C'est pas que les volumes, c'est aussi les matières, les couleurs, les textures, les brillances, comment le bâtiment est orienté, par où vient la lumière, pour essayer de s'approcher au plus près de l'aspect et du ressenti que l'on avait à la perception de ce bâtiment, que ce soit intérieur ou que ce soit extérieur. Nous, co-commissaires, avons été consultés à chaque étape de l'élaboration du projet pour tout son aspect visuel au moment de la définition des espaces de la première exposition impressionniste. Donc on a travaillé avec les experts en modélisation, ce qui a été extrêmement riche d'enseignements et en même temps on a aidé à nourrir leur travail sur la reconstitution en 3D de cette rue et puis de cet atelier. Et puis vous avez travaillé sur le dévers de certains tableaux. Voilà, qu'on avait trouvé trop plaqués au mur. Voilà, et donc, après, effectivement, suivant l'angle de vue, il y a parfois ça paraît trop fort, donc oui. On a essayé de jauger pour que, notamment dans les angles, comme par exemple le tableau du pêcheur est assez grand. Cette direction scientifique, elle est très différente selon qu'il s'agit de l'exposition qui va être présentée dans les salles ou de l'expérience immersive. Pour l'expédition immersive, c'est accompagner les équipes pour reconstituer les espaces, l'accrochage, la présentation des œuvres. C'est les accompagner aussi pour mieux cerner le contexte, les événements clés, le scénario. Il a été dès le départ question de proposer quelque chose de nouveau pour le lieu qui est hors norme. Derrière moi, on a un exemple sur une scène qui est très particulière, qui est un peu charnière sur le projet. On se retrouve au Havre avant l'exposition, c'est dans le cadre d'un flashback à la rencontre de Claude Monet. Et donc ici, il s'agissait de à la fois évoquer de manière légèrement surréaliste les teintes et l'atmosphère qui a envoûté Claude Monet et qui a suscité chez lui une impression, tout en restant dans le réalisme. Donc là, il y avait un vrai parti pris et ça a pas mal challengé nos équipes sur l'éclairage notamment. On a des ombres qui sont bleutées, des lumières qui sont rosées, donc des choses qu'on n'a pas tout à fait dans la nature. Au final, un bel équilibre sur la rencontre avec le peintre qui sera ici devant son œuvre. Ce qui est très intéressant à mon sens, c'est à la fois de faire revivre au public cette expérience telle que les visiteurs de l'époque ont pu la vivre, et aussi de mettre en exergue les liens qui unissaient les peintres, à la fois leurs amitiés, leurs petites querelles, et de comprendre en fait quels ont été les différents éléments déclencheurs qui ont permis, à l'occasion de cette exposition, de faire naître le mouvement impressionniste aux yeux du grand public. Pissarro! Oh, il m'a fait peur. Monet par tous les diables, mon ami, ne nous faites pas de telles frayeurs. Où sont donc Sisley et les autres? Je m'attendais à une faction de paysagistes prêts à en découdre avec la critique, et je vous trouve seul au poste. Il vous aurait fallu pour cela arriver un peu plus tôt, mon cher. Vous ne trouverez ce soir qu'une poignée d'entre nous. Pour parvenir à écrire cette expérience, j'ai reçu de Gédéon une très large documentation qui portait à la fois sur la carrière des peintres, leur tempérament, les enjeux de leurs relations. Et mon rôle en fait a été d'extraire de cette large documentation des extraits qui me semblaient pertinents, à la fois pour mettre en avant la naissance du mouvement impressionniste, mais à la fois des éléments qui permettent de mettre en exergue leurs relations entre eux. On a la chance sur cette expérience de pouvoir se rapprocher des toiles à des échelles immenses. On va sur ces focus tableaux et là, il faut savoir comment les peintres nous parleraient à nous de leurs œuvres. Leurs mots ont été choisis très délicatement, avec beaucoup de soin par nous et les commissaires. Comme conservatrice, on a l'impression de vivre depuis des dizaines d'années en fait, avec ces artistes disparus depuis bien longtemps. On a lu leurs lettres, on a regardé leurs tableaux, on connaît leurs portraits, etc. On a voulu accompagner l'équipe aussi pour incarner au plus juste cette personnalité si importante pour l'histoire de cette exposition et pour l'histoire de l'art en général. Les comédiens ils sont traqués avec ces petits marqueurs
qui sont en fait une petite boule de mousse avec du papier réfléchissant. Et le fonctionnement, c'est que des caméras qui sont placées tout autour des comédiens envoient des infrarouges sur ces petits marqueurs. Ces infrarouges sont reflétés et les caméras ont un système intérieur qui leur permet de savoir où est placé ce marqueur dans un espace. Ce qu'on récupère sur les écrans, ça va être juste la position de ce marqueur dans un espace 3D. Ce qui est pratique justement, c'est quand on a déjà un décor 3D, du coup on peut arriver à placer des éléments qui vont être utiles dans la scène. Par exemple là, on a une scène avec, on voit qu'il va y avoir des socles avec des sculptures. On sait que les comédiens vont devoir jouer dans cette scène. Donc nous, on va essayer de replacer ces éléments-là pour éviter que les acteurs pénètrent à travers le socle. Il faut toujours prendre en considération le fait que la scène se déroule dans un espace défini avec des acteurs principaux qui seront présents dans l'animation. Mais il faut prendre en compte le fait que le public puisse être placé à un certain endroit, pas être au-dessus du vide, idéalement pas trop rentrer dans des éléments de décor. Sur le projet, j'incarne plusieurs personnages. Par exemple, Paul Durand-Ruel, qui était un homme qui a beaucoup soutenu les impressionnistes au moment où personne ne les soutenait. J'interprète aussi Monet, Renoir, Pissarro, plusieurs personnages. Ça arrive de jouer des séquences où je joue un personnage qui parle à un autre personnage mais qui n'est pas capturé. Et dans la séquence d'après, de jouer le personnage qui n'était pas capturé, qui répond au personnage à qui je parlais avant. Donc il y a des bugs. L'expérience au musée d'Orsay est un voyage en 3 temps. Un premier moment en images d'archives qui permet de contextualiser le Paris de l'époque. Deuxième temps, évidemment, réalité virtuelle, le temps principal, 40 minutes en déambulation, muni d'un casque qui permettra de vivre l'expérience et de replonger dans le temps. Et puis un troisième temps qui sera le temps du post-show et qui permettra de découvrir une multitude d'œuvres composées après 1874 par les peintres impressionnistes. Ce post-show permet de montrer une 40aine d'œuvres de ces différents artistes. On voit vraiment comment les peintres ont été inspirés par certains territoires, et notamment l'Île-de-France et la Normandie, qui ont été vraiment des espaces de création majeurs. Ce que l'on espère vraiment, c'est d'inviter les visiteurs à poursuivre la visite hors les murs, de se rendre sur ces lieux de création qui ont tant inspiré les peintres. Parallèlement à l'expérience en réalité virtuelle, le musée a coproduit un documentaire de 90 minutes, un docu-fiction qui a été coproduit par Gédéon Programme, Arte et le musée d'Orsay. Le propos du documentaire est vraiment d'approfondir la période qui a précédé cette première exposition impressionniste en 1874 et de raconter la genèse de ce mouvement. Le rôle du musée, en coproduisant ce documentaire, est d'apporter une expertise scientifique. Les commissaires qui ont travaillé sur le film ont énormément approfondi toutes ces questions depuis de nombreuses années. Et c'est cette expertise scientifique qu'on souhaite mettre en avant. Les expéditions immersives, c'est un format numérique qu'on va pouvoir après dupliquer. Ce n'est pas une exposition physique, donc on va pouvoir l'amener dans le monde entier. L'ambition, c'est de sortir de cette première phase qui sera au musée d'Orsay, qui va être un lancement magnifique. Pendant 5 mois. Pendant 5 mois, et qui va nous permettre, après avoir installé cette notoriété, d'aller montrer le projet dans des lieux qui vont s'ouvrir un petit peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, dans un premier temps, et après, on l'espère, dans le monde entier, pour faire découvrir Paris du 19e siècle, cette immersion à l'échelle 1, à plein de gens qui vont peut-être venir pour Paris et qui vont ressortir avec ces connaissances sur ce mouvement des impressionnistes. C'est l'occasion de faire découvrir la naissance d'un des plus grands mouvements de la peinture à des visiteurs du monde entier. Je trouvais que le graphisme était vraiment magnifique, très bien travaillé, les couleurs. Le tout est tellement bien fait, c'est fait tellement bien fait pour que ça soit réel. On le fait marcher, on le fait circuler, on le fait voir l'intérieur, les tableaux, l'extérieur, des expériences incroyables, tout fini avec un feu d'artifice. C'était une façon très différente et belle de découvrir les différents peintres et les œuvres.
Et ça donne envie en fait, juste après voir le côté immersif, de voir l'œuvre originelle. Donc c'était très bien. J'ai le cœur encore battant parce que c'est de vraies émotions, notamment au moment de descendre près de la scène, on a l'impression qu'on y est vraiment et on ne sait pas comment descendre. On est vraiment happé dedans, on est complètement enveloppé dans cet univers-là et on se retrouve dans un Paris d'époque qui est juste stupéfiant. Moi j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans le salon et de passer à côté de Berthe Morisot et de parler avec elle et de le vivre. Et j'ai beaucoup apprécié notamment la scène où on arrive au Havre avec Monet, on le voit en train de peindre et là on a l'impression de rentrer dans le tableau et c'est ça qui était formidable. J'aimerais vraiment que ce soit un outil pédagogique parce qu'il n'y a pas mieux pour parler de la France du Second Empire que de venir faire ZVR. Donc pédagogiquement c'est fort et puis c'est juste c'est très ludique quoi. Donc oui, je recommande à fond. Ce que l'expérience de réalité immersive amène en plus, c'est ce contexte de création. Il y a vraiment une narration qui est faite autour de l'apparition du courant impressionniste. I would totally recommend it. You really felt as if you were there and it was so good.